Dernière vidéo consacrée au congrès RDW organisé par l'OIT. Comme vous le remarquez, je ne suis plus enfin, vous le remarquez ou pas, je ne suis plus à Genève, je suis rentré à Edmonton parce que c'était un petit peu compliqué d'enregistrer la dernière vidéo directement là-bas. La fin du congrès a été assez dense, ça finit un petit peu tard. Ensuite, la fidélité des trains suisses a été mise à rude épreuve pour que je puisse repartir sur Lausanne. Ensuite, enfin bref, il y a eu tout un peu de bazar que je vous épargne. Donc c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo à distance et chez moi. Ce qui fait tout de suite le lien avec le premier thème que je voulais aborder, c'est le travail à la maison, qui a été l'objet d'une session extrêmement intéressante avec des communications de trois scientifiques euh, avec des données concernant différents pays en voie de développement, les Philippines, le Ghana, l'Inde et le Népal. Alors, ce qui était assez intéressant, donc, ça a été de donner une sorte de vision, essentiellement sur le mode de communication qualitative, sur le contenu de ce que font les personnes en travail à la maison. Il y a beaucoup de ce type de travaux qui sont en fait dans le domaine du numérique. Alors ça, c'était la communication d'Amelita King Desjardins, une consultante indépendante aux Philippines, qui a montré un certain nombre de choses concernant les assistants informatiques à domicile. Alors en fait, vous pouvez embaucher une espèce de secrétaire à domicile, enfin, mais qui travaille à l'autre bout du monde. Ce secrétaire peut faire un certain nombre de tâches de secrétariat, de saisie, de ce que vous voulez. Mais alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ces personnes qui sont donc à l'autre bout de la planète, donc aux Philippines, peuvent n'avoir strictement aucun contact avec la personne qui fournit, qui donne le travail à faire. Une espèce de filtre, de barrière qui peut empêcher la communication entre les deux, en tout cas la négociation. Donc il y a un certain nombre de gens qui remplissent des tâches de secrétariat pour des gens qui ne voient même pas en fait. Alors ensuite, il y a des moyens de contrôle pour ces travailleurs-là quand même s'ils sont à très très loin et à l'autre bout de la planète, notamment en utilisant des moyens donc, de surveiller le temps passé sur l'ordinateur ou encore le statut sur Skype notamment. Alors ce qui est un peu embêtant, beaucoup embêtant pour ces personnes-là, c'est que c'est du travail de l'économie informelle et qu'elles ont quand même assez peu de marge pour négocier à la fois les contrats de travail, les conditions de travail, donc ce qui tire vers le bas leurs conditions de travail et les salaires. Alors un autre travail sur le travail à la maison a été présenté par Akosua Darkwa, qui est prof de sociologie à l'université du Ghana. Et donc elle a plutôt parlé des hommes et des femmes, parce que là il y a aussi un peu des hommes qui travaillent dans l'industrie textile, mais à domicile, notamment pour faire des très beaux tissus traditionnels ghanéens. Et donc là, un des éléments qu'elle a évoqué, c'est le pourquoi les gens s'engagent dans une activité de travail à domicile. Il y a un certain nombre de déterminants pour cela, notamment pour les femmes, pour continuer à s'occuper peut-être un peu plus facilement de leurs enfants dans un pays dans lequel c'est parfois difficile d'avoir accès à des modes de garde qui soient accessibles, pas trop chers, et puis avec un certain nombre de déterminants culturels également. Et puis quelque chose j'allais dire, de tout simple, mais c'est aussi le temps de trajet pour se rendre dans une usine. Elle disait que certaines femmes pouvaient mettre jusqu'à 4 heures de trajet pour aller travailler, et à partir du moment, donc elles acceptent de le faire peut-être en début de carrière, puis à partir du moment où elles commencent à avoir une famille, elles commencent à se dire trop c'est trop, et elles se convertissent dans un mode de travail à la maison. Et enfin, une dernière communication dans cette session qui était très intéressante de Bharti Birla, qui travaille à l'OIT, c'était sur le travail à la maison en Inde. Et c'est quelque chose que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, c'est que un des premiers secteurs dans lesquels il y a du travail à la maison en Inde, c'est l'industrie du tabac, pour la fabrique de cigarettes à la main roulées. Et donc ça, je me dis que ça peut peut-être contribuer aussi à diminuer les chiffres sur l'industrie du tabac, parce que tout ça, c'est dans l'économie informelle. Donc les statistiques, bon, l'OIT a des moyens d'avoir des chiffres, mais ce sont certainement des estimations. Et donc, bon, ça pose aussi la question des risques professionnels
pour toutes c'est essentiellement des femmes qui travaillent dans ce secteur-là, donc ça pose quand même la question du risque professionnel. Bien sûr, il n'y a aucun moyen de prévention développé. Quand on travaille à la maison, on n'est pas du tout dans une logique de prévention des risques professionnels, particulièrement chez les adolescents aussi, qui commencent à travailler à la maison. C'est un âge dans lequel on n'est absolument pas sensible à ça, parce qu'on débute dans l'expérience du travail et on n'a peut-être pas encore été une première fois blessé, on n'a pas encore eu de premiers problèmes avec le travail. Alors, tout ça, c'est intéressant dans la mesure où ce sont des communications de pays en développement, et du point de vue des pays développés, le mouvement il est un petit peu inverse, c'est-à-dire qu'on cherche à étendre le travail à domicile, le télétravail, alors notamment en France, mais également au Canada. Le télétravail est vendu comme une espèce d'amélioration des conditions de travail, alors que c'est plutôt un marqueur de mauvaises conditions de travail dans les pays en développement, de par le fait que c'est plutôt dans l'économie informelle, qu'il y a assez peu de contrôle sur le niveau de salaire, les conditions de travail. Et dans les pays en développement, on est en train de faire ce mouvement complètement inverse. Alors, ça interroge, d'autant que il y a aussi ces moyens de contrôle qui sont peut-être pas forcément très très utiles, parce qu'on sait que la productivité des gens en télétravail, notamment dans le tertiaire, elle est supérieure lorsqu'ils sont à la maison que par rapport au travail, par rapport à leur lieu de travail. En clair, les gens sont plus efficaces quand ils bossent chez eux que quand ils bossent dans les locaux de l'entreprise. Bref, il y a une réflexion, une espèce de mouvement inverse là entre ce que l'OIT cherche à faire en termes de lutte contre le travail informel dans les pays en développement, et puis ce qui apparaît comme une tendance dans les pays développés pour l'expansion du télétravail. Alors deuxième point, une discussion autour du livre de Carl Benedict Frey, Le piège de la technologie, The Technology Trap, le capital, le travail et le pouvoir à l'âge de l'automatisation. Donc c'est un livre en fait qui a fait un peu parler de lui. Alors je pense qu'il a dû être repris dans les travaux de prospective de l'INRS sur le futur du travail, très certainement, parce que je revois le fameux graphique qui a été présenté. Je mettrai en lien et là je vais le faire vraiment parce que je l'ai fait pour la vidéo en anglais. Je mettrai en lien le livre de Carl Benedict Frey. Donc, il est connu pour avoir sorti ce chiffre de 47%, les 47% d'emplois qui seraient automatisés dans le futur. Alors en fait, il a rectifié, il dit qu'il n'a jamais dit que 47% des emplois allaient être automatisés, mais que 47% des emplois étaient susceptibles d'être automatisés sur la base d'une liste de plusieurs centaines de métiers qu'ils ont repris. Bon, j'ai pas les détails de la méthodologie, et très honnêtement, j'ai pas lu le livre. C'était une session de présentation de l'ouvrage. Alors, il a montré une carte très intéressante entre l'association du développement des automates aux États-Unis d'Amérique et le vote pour Trump. Et alors, ça match parfaitement entre les deux, c'est-à-dire que là où il y a plein d'automates, ça vote beaucoup pour Trump. C'est une donnée qui est quand même assez intéressante et qui permet quand même de remettre en perspective cette question du travail avec le reste. C'est-à-dire que la question du travail, c'est à mettre en lien avec beaucoup de choses. Et ce qu'on a là, il m'a permis vraiment de le comprendre, c'est-à-dire, c'est des choses que je sais vaguement, mais là, on touche du doigt des choses beaucoup plus concrètes en termes de lien avec le droit, l'économie, et là, du coup, la science politique. Bon, ça mériterait d'être lu certainement pour comprendre pourquoi il y a cette association-là très très précise entre le vote pour Trump, mais vraiment, il y a une association, enfin, je ne dis pas une causalité, mais en tout cas, les deux cartes sont de manière très surprenante assez similaires. Alors, il y a eu ensuite un panel de discussion à propos du livre, et une discutante de l'OIT, Janine Berg, a été extrêmement critique, peut-être même un peu virulente vis-à-vis de l'ouvrage, mais visiblement a raison. Elle avait vraiment fait le job sérieusement de critique du livre. Et ce qu'elle a reproché à l'auteur, à Carl Benedict Frey, c'est le fait, en gros, de ce que j'ai compris, c'est un peu le manque d'inscription de tout ça dans l'évolution des politiques sociales. C'est-à-dire, dans le bouquin de Frey, il n'est pas trop question du rôle des syndicats, il n'est pas trop question des niveaux de salaire et de comment on peut garantir des salaires minimaux. Et puis aussi, il y a le fait que la technologie, elle n'est pas de génération spontanée, elle est quand même fabriquée par l'humain, et elle est théoriquement au service de l'humain, et il doit y avoir des moyens d'influencer ça. C'est-à-dire que c'est pas une espèce de truc perte de contrôle totale, non, il y a des moyens certainement de le contrôler, et
visiblement, le reproche qu'elle faisait, c'était que il y avait un manque de discussion là-dessus. En tout cas, ça peut donner envie de lire le livre. Tout ça, ça m'a fait penser au fait que, notamment dans ces journées, il y a, à mon sens, eu peut-être un degré de confusion entre le terme de travail et d'emploi. Il a souvent été question du terme de future of work, le futur du travail, mais ils n'ont pas parlé tellement du futur du travail en tant qu'activité concrète de réalisation d'objets, de choses palpables. C'est-à-dire qu'ils ont parlé essentiellement des évolutions du marché de l'emploi ou du marché du travail. En tout cas, une vision extrêmement surplombante et pas vraiment de la relation particulière qu'un individu a à son activité. Et c'est ça le travail. Le travail, c'est l'effort qu'on prend pour faire une tâche. Ça nécessite de parler de l'engagement qu'un individu a dans son travail, de qu'est-ce qui fait qu'on fait ce qu'on fait. Et ça, il n'en a pas du tout été question. Et je serais bien en peine de dire si, à l'avenir, il va y avoir des modifications de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prédire comme ça pour l'ensemble des gens que le rapport à l'activité serait modifié? Probablement que c'est une focale qui n'est pas du tout adaptée pour ça. C'est-à-dire que regarder au microscope, l'activité de travail ne permet pas de tracer des grandes évolutions pour le futur. C'est plus facile de tracer de la perspective des grandes évolutions quand on se situe à un niveau extrêmement macro. Mais en tout cas, il est important quand même de garder en tête que quand on parle d'emploi et quand on parle de travail, on ne parle pas vraiment de la même chose. L'emploi vraiment fait référence à des taux d'emploi, des taux de chômage, des répartitions de contrats de travail, ça n'a rien à voir avec l'activité concrète et difficultés pratiques de l'infirmière qui n'a pas la compresse pour pouvoir faire son boulot et qu'il y a eu des problèmes de commande et qu'elle est en train de galérer parce que sa collègue elle est en arrêt. Ça c'est le travail, ça c'est vraiment le travail. L'emploi pour elle ce serait le fait qu'elle est en CDD, qu'elle est éventuellement fonctionnaire ou que sais-je. Voilà. Et enfin, on a présenté un symposium avec les membres du comité scientifique WOPS au sein de l'AICO, donc avec Maureen Dollard, Tessa Bailey, Michael Hertel qui a gentiment remplacé au pied levé Stavro Laleka et Aditya Jain qui ni l'une ni l'autre pour des raisons en plus très très sérieuses n'ont pas pu être des nôtres malheureusement. Donc il a été question du climat de sécurité psychosociale, ça j'en ai parlé dans une vidéo précédente, je vous la remettrai en description si j'arrive à la retrouver. Et puis Stavro Laleka et Aditya Jain ont parlé essentiellement des dimensions politiques, de comment on peut avoir des critères pour pouvoir identifier des bonnes politiques de prévention des risques psychosociaux. En ce qui me concerne, j'ai présenté des données du RNV3P, le Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles, et de la branche accident du travail maladies professionnelles concernant les maladies psychiques liées au travail. Une donnée intéressante qui est passée dans l'entrefilet de la discussion après la communication de Tessa Bailey, c'est qu'il y aurait une publication qui serait sortie sur la résilience au travail. Ça, c'est assez intéressant. Et Tessa disait que le plus de résilience on demande aux gens, le plus ils ont de burn-out et de diabète. C'est-à-dire, plus on demande aux gens d'être résilients, de faire avec, etc., plus ça les rend malades, en fait. Il faut absolument que je retrouve la communication, en tout cas la publication précise à laquelle elle fait référence, parce que ça, c'est une donnée qui m'intéresse beaucoup, ça. Bref, je vais m'arrêter là, la vidéo est bien assez longue. Je vais essayer de continuer à faire ces vidéos de résumé de congrès dans un format de moins de 15 minutes, je vais essayer moins de 10 pour l'avenir. Donc il y aura un certain nombre de communications à venir, notamment l'année prochaine, le congrès de médecine et de santé au travail de Strasbourg en 2020. Certainement que j'aurai l'occasion de faire des vidéos là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée.